style international architectural s'est développé en Europe et aux États-Unis dans les années 20 et 30. Ce mouvement est ensuite devenu une tendance dominante dans l'architecture occidentale au milieu du XXe siècle. Les caractéristiques les plus communes aux immeubles du style international sont les formes rectilignes, les surfaces plates complètement dénuées d'ornements, un espace intérieur ouvert et un visuel aérien généré par l'utilisation de poutres. Les vitres et l'acier combinés avec du béton armé moins visible sont les principaux matériaux utilisés. Le terme style international fut utilisé pour la première fois en 1932 par Henry Russell Hitchcock et Philip Johnson dans leur essai intitulé « Le style international ». Ce mouvement est né grâce à l'industrialisation grandissante de la société, nécessitant la création d'un grand nombre d'immeubles de bureaux et autres structures commerciales ou résidentielles. Ce phénomène a influencé la recherche vers une architecture honnête, économique et utilitaire, qui utiliserait de nouveaux matériaux et comblerait le besoin de la société en nouvelles constructions, tout en gardant une apparence attirante. La technique était un facteur crucial. La disponibilité du fer et de l'acier produits en masse et peu coûteux, et la découverte de l'efficacité de ces matériaux comme éléments de structure principaux a réussi à rendre l'ancienne tradition de maçonnerie obsolète. La nouvelle utilisation de l'acier, du béton armé comme élément de support secondaire et du verre comme revêtement extérieur des constructions complète la technologie utile à la modernisation. Le style international a ainsi été créé sous le concept que les constructions modernes, leur forme et apparence, devraient naturellement émerger et exprimer le potentiel des matériaux et de l'ingénierie. Une harmonie entre l'expression artistique, la fonctionnalité et la technologie serait ainsi établie. Le style international a émergé grâce à un petit groupe d'architectes dans les années 20, qui ont eu une grande influence dans leur domaine. Ces figures majeures incluent Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, J.J.P. Oud, Le Corbusier, Richard Neutra ou encore Philip Johnson. Gropius et Mies étaient connus pour leur structure qui formait un mur de verre qui couvrait des poutres d'acier formant le squelette de la construction. Parmi les travaux importants de Gropius, il y a l'usine Fagus, la Bauhaus de Dessau en Allemagne et le Graduate Center d'Harvard. Toutes ces réalisations montrent sa préoccupation pour les intérieurs épurés. Mies van der Rohe et ses disciples aux États-Unis, qui ont beaucoup aidé à démocratiser le style international, sont plus facilement identifiés par leurs gratte-ciel de verre et d'acier, comme les appartements de Lakeshore Drive à Chicago et le Seagram Building fait en collaboration avec Philip Johnson. Oud a apporté plus de formes géométriques, fluides et arrondies au mouvement. Le Corbusier lui aussi s'intéressait à une utilisation plus libre du béton armé, mais il a voulu maintenir une échelle humaine à son travail. Parmi ses travaux les plus connus dans le style international, il y a la Villa Savoie. Dans les années 30 et 40, le style international se répand de sa base en Allemagne et en France, à l'Amérique du Nord et du Sud, à la Scandinavie, au Royaume-Uni et au Japon. Les qualités d'efficacité, de géométrie et d'esthétique du style deviennent les bases du vocabulaire architectural du gratte-ciel aux États-Unis dans les années 50 et 60. Le style international fournit une esthétique rationnelle pour les gratte-ciels sans ornement, à la surface pure et nette, qui sont devenus le symbole du pouvoir institutionnel et du progrès américain de l'époque. Les débuts du style suisse, ou style typographique international, peuvent être attribués à deux individus clés, Armin Hoffmann et Joseph Müller-Brockmann. Au cœur de leur style graphique se trouve une même façon de penser et d'approcher une composition. Ils se préoccupent de l'uniformité, de la géométrie et utilisent les espaces vides de manière intelligente grâce à un système de grilles et popularisent la typographie sans sérif. La grille peut paraître rigide, mais c'est en fait un outil versatile qui établit une organisation constructive, logique et cohérente de l'information sur une page.
Le texte pouvait être aligné à gauche et non aligné à droite, mais maintenait une uniformité grâce à la grille. Le style suisse rejetait les typographies avec sérif, préférant des polices telles que Accidents Grotesque, Univers et la fameuse Helvetica, sortie en 1957. Le but de ce nouveau design était de créer une typographie neutre, claire et qui ne contenait aucune signification dans sa forme. Helvetica était capable de représenter cette neutralité et a beaucoup été utilisé en seulement quelques décennies. On a pu la voir dans beaucoup de logos. Au fil du temps, le style typographique international s'est répandu aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Son message universel de simplicité, de lisibilité et d'objectivité influence encore le graphisme aujourd'hui.